Donc, bonsoir à toutes et tous pour ce dernier café de Tempus Historiae pour l'année 2016. Les derniers arrivent. Ce café porte donc sur le joli titre de l'Antiquité retrouvée, comme le fameux livre de Claude Azizat, mais c'était un titre fortuit. On va parler donc de réception de l'Antiquité ou d'historiographie selon les termes qui sont employés. Je vous expliquer tout ça. Donc la réception de l'Antiquité, je vous ai choisi une petite citation qui pourrait illustrer ça, de Hegel. La nature parvient à son but par le plus court chemin, certes, mais le chemin de l'esprit est la médiation et le détour. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se projeter dans le temps a posteriori, dans le sens inverse, vers l'Antiquité. Comment est-ce que l'Antiquité est vue et comment est-ce que, très souvent dans la production humaine, elle est transformée, un peu, voire utilisée par les sociétés postérieures. Il y a à Toulouse, au laboratoire de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, une équipe qui est spécialisée dans la réception de l'Antiquité. Donc je me permets de citer ici un des chercheurs de Toulouse, qui s'appelle Pascal Payen, qui vous explique un peu plus scientifiquement ce qu'est la réception de l'Antiquité. On est un peu plus dans le sérieux là. Donc la mise au jour et l'analyse des différentes formes de réception des mondes anciens, des transformations qu'elle rencontre et auxquelles elle participe, ont valeur de refondation qui font apparaître l'Antiquité comme un objet mobile, changeant, ouvert et participant à l'incessante création du présent. Donc ça, c'est ce qu'est la réception de l'Antiquité. C'est une discipline qui porte sur l'Antiquité certes, mais aussi sur l'Antiquité vue par les périodes postérieures, et surtout, pourquoi et comment. Bon, on est sur un café de vulgarisation, mais je pense que vous avez tous compris. L'idée, c'est qu'on parle de l'Antiquité pour aller vers l'époque contemporaine, mais qu'on va passer par un certain nombre de filtres qui peuvent être aussi variés qu'originaux. Alors il y a bien sûr les arts qui ont repris l'Antiquité, ça c'est l'élément le plus connu, la Renaissance, le romantisme, etc. Il y a aussi les structures politiques qui sont souvent évoquées comme venant de l'Antiquité, etc. Mais vous trouvez aussi l'Antiquité dans la culture populaire, dans les romans, je sais pas, dans les jeux vidéo, dans les films, etc. Tout le monde a des exemples à l'esprit. La difficulté, c'est que quand on veut se repencher sur l'Antiquité ensuite, il faut mettre de côté tous ces filtres qui vont déformer la vision qu'on a aujourd'hui de cette Antiquité. Alors évidemment, l'élément le plus connu peut-être de l'Antiquité, notamment l'Antiquité athénienne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie avec le sens que ça a aujourd'hui, qu'on traduit là aussi un peu rapidement le pouvoir du peuple, etc. Donc vous avez habituellement Démos qui caractérise le peuple et Kratos qui est normalement le pouvoir dans la traduction la plus basique, et qu'on oppose à Archos qui est un pouvoir un peu plus raisonné que vous trouvez dans monarchie, aristocratie, etc. Donc Kratos, ce serait plutôt, si on va un peu plus dans le détail et qu'on met de côté ce pouvoir du peuple, le pouvoir violent, la suprématie d'eux. Donc là c'est la suprématie du peuple, donc a priori peut-être sur une autre partie de la population. Le problème aussi c'est qu'est-ce qu'on met dans le démos. Donc le peuple certes, mais qu'est-ce qu'on entend par peuple? Alors on va réduire dans un premier temps aux citoyens, donc c'est pas exactement la même chose. Déjà aujourd'hui, ça demande de s'interroger. Où est-ce que ça s'arrête ça commence à 18 ans, à 21, à 16 ans. Est-ce que les étrangers en font partie? Non. Est-ce que les gens qui peuvent être exclus de cette citoyenneté y participent? Bon, tout est relatif. Et dans l'Antiquité, évidemment, ça exclut, à Athènes en particulier, toute la frange de la population qui est esclave, étranger, etc. Donc vous voyez, on ne peut pas passer de la démocratie aujourd'hui vers l'Antiquité. Il faut déconstruire un certain nombre de choses. Je ne vous donne pas une définition définitive, mais on serait plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe, c'est-à-dire des citoyens qui décident tous en assemblée des lois. Bon, ça c'est l'idéal, bien évidemment, avec un système qui est mis en place qui est ce qu'on appelle le mistos, donc qui serait l'indemnité aujourd'hui. Et en théorie, aujourd'hui aussi, nos députés n'ont pas un salaire, mais une indemnité. Mais bon, ça c'est la théorie. Il y a un autre élément, c'est les magistratures qui sont tirées au sort, et non pas électives. Donc ça c'est ce qu'on appelle la démocratie la plus directe, si vous voulez, et égalitaire. Et pour certaines magistratures quand même, qui sont très spécialistes et très importantes, dans l'Antiquité, les gens sont élus, mais ces mandats sont révocables, etc. et sont limités dans le temps. Vous voyez, on s'inspire de l'Antiquité, mais ça n'a pas valeur synonymique aujourd'hui, démocratie. Je rajouterais que ça peut avoir un aspect
négatifs aussi dans l'Antiquité, notamment chez Platon, qui oppose la démocratie à l'idée de philosophe roi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les gens capables qui gouvernent, et non pas le peuple tiré au sort, parce qu'il y a un risque d'incompétence, voire un risque de violence, etc. Donc, pas vraiment forcément la démocratie au sens où on l'entend aujourd'hui. Bon, ça c'était l'exemple un petit peu scolaire. Bon, évidemment, je vous passe que, au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y a tous les traités qui réfléchissent à ça, qui vont participer à déformer, plus les révolutions françaises et anglaises qui sont les plus connues. On reprend des termes antiques, mais qui ne sont pas forcément équivalents, donc ça pose des problèmes pour revenir ensuite sur la démocratie athénienne. Donc ça, c'était le cas un petit peu d'école. De façon un petit peu plus détendue, vous connaissez tous, je pense, la figure de Cléopâtre. Vous pensez peut-être la connaître, mais ça, c'est Anna qui nous dira après. On considère aussi que dès l'Antiquité, il peut y avoir une forme de réception. C'est-à-dire un des textes qui nous parle de Cléopâtre, il y en a d'autres, hein, qui sont bien connus. Donc, je vous rappelle, Cléopâtre se suicide en 30 avant Jésus-Christ. On a un écrivain, Plutarque, qui, dans les vies des hommes illustres, et notamment d'Antoine, va nous parler de la rencontre d'Antoine et de Cléopâtre, et notamment de la mort de Cléopâtre. Voilà, on est presque un siècle après. Donc ça pose déjà des questions de réception, d'historiographie aux historiens. Donc l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, hein, l'histoire d'un sujet, etc. Alors, notre Plutarque, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, vous allez travailler déjà, désolé. Vous avez une représentation qui est aux Augustins, on choisit chose chauvinement, de la mort de Cléopâtre, donc fin période romantique. Et je vous lis le petit passage de Plutarque qui correspondrait à cette mort de Cléopâtre. Lorsque César eut ouvert la lettre, donc celle de Cléopâtre, les prières vives et touchantes par lesquelles Cléopâtre lui demandait d'être enterrée auprès d'Antoine lui firent connaître ce qu'elle avait fait. Il voulut d'abord courir à son secours. La mort de Cléopâtre fut prompte. Alors là, c'est le moment où il faut regarder avec attention le tableau, car les gens de César, malgré leur diligence, trouvèrent les gardes à leur poste, ignorant encore ce qui venait de se passer. Ils ouvrirent les portes, la trouvèrent sans vie, couchée sur son lit d'or et vêtue de ses habits royaux. De ces deux femmes, l'une nommée Iréas était morte à ses pieds, donc on n'est pas trop mal là, et l'autre, qui s'appelait Charmion, déjà appesantie par les approches de la mort, et ne pouvant plus se soutenir, lui arrangeait encore le diadème autour de la tête. Donc évidemment, l'intérêt, c'est pas forcément de jouer au jeu des 7 différences, mais de voir quelles sont les filiations, c'est-à-dire quelle œuvre antique peut inspirer l'artiste contemporain ou moderne. L'intérêt, c'est de voir aussi les différences et qu'est-ce que l'artiste apporte lui, qu'est-ce qu'il déforme, qu'est-ce qu'il transforme, et surtout, pourquoi il le fait, dans quel but, quel usage ou quelle manipulation, déformation, etc. Donc ça, c'est une illustration de ce que je vais vous résumer encore en recitant Pascal Payen. La réception de l'Antiquité relève d'un triple comparatisme entre les disciplines. Donc là, si on passe de Plutarque en Gendre Erixens, vous passez de la littérature à la peinture. Donc un triple comparatisme entre disciplines, entre ères culturelles. Donc on passe de l'Antiquité type orientale voilà, au romantisme français du fin 19e, et entre périodes historiques. Donc là, je ne vous explique pas non plus, mais voilà, vous avez ces filtres, les disciplines scientifiques qui étudient ces données historiques, les aires culturelles, les sociétés et les périodes historiques. Évidemment, c'est qu'un exemple parmi d'autres pour Cléopâtre. Il y en a qui sont un peu plus modernes, un peu plus poussés, mais bon, là aussi, vous pouvez, je sais pas, parler haute couture, acteurs, etc. Voilà. L'autre exemple dont nos intervenantes nous parleront ce soir, c'est Pompéi. Là aussi, vous avez le même phénomène. Donc, bien qu'on ait des auteurs qui aient vécu la tragédie de l'éruption du Vésuve, ils en parlent, là en l'occurrence Pige de Jeune dans les lettres, près de 30 ans après, alors je crois que c'est à Tacite, je ne me rappelle plus à qui il écrit, enfin bon. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'il écrit si tard, et dans quel but, et là aussi, comment est-ce qu'il écrit et pourquoi. Vous connaissez, je pense, peut-être, en tout cas le titre, pas de spoil, Le dernier jour de Pompéi, donc ça vient de ce tableau-là. Vous connaissez peut-être encore plus, alors le premier des romans c'est du 134, mais il y en a eu tout un paquet, etc. Il y a eu tous les films. Là, a priori, c'est une filiation directe, mais vous pouvez ajouter des déformations aux déformations, c'est-à-dire les créations modernes peuvent elles-mêmes devenir des références qui servent
encore à faire d'autres déformations. Dans la suite, vous avez le plus moderne Pompéi, qui est en 2005, dont le journaliste Robert Harris, qui a donné l'œuvre monumentale qui est sortie au cinéma en 2014, avec... Bon, je vous ai mis Monica Bellucci, alors j'essaye voilà, d'équilibrer un peu, Till Harrington. Tous ces objets-là, même s'ils sont un peu plus légers, etc., sont intéressants pour la réception de l'Antiquité, puisqu'ils participent à la connaissance de l'Antiquité dans la culture populaire, vraiment au sens le plus large du terme. Donc tout ceci nous intéresse bien évidemment. Bon, je vais me taire et laisser la place à nos deux intervenantes. Donc nous commencerons avec Iris Jousselin-Pinjon qui va nous parler donc de la découverte et de la réception des sites d'Herculanum et de Pompéi. Notre amie Iris est doctorante en histoire de l'art, c'est bien ça? Et archéologie, voilà. Elle travaille précisément sur les décors peints et l'architecture de la seconde moitié du 1er siècle dans l'Occident romain sous la direction d'Alexandra Dardennay. Elle travaille sur les décors peints et l'architecture de la seconde moitié du 1er siècle, donc après j'écris, dans l'Occident romain. C'est bon? Et donc, oui, mais alors les titres de thèse, hein, ils évoluent au fur et à mesure, on verra à la fin. Et elle est rattachée au laboratoire Trace, donc qui est spécialisé dans l'histoire de l'art et l'archéologie à Toulouse 2. Et notre seconde intervenante sera Anna Guédon, qui nous parlera, elle, de la figure de Cléopâtre après sa mort, hein, non pas forcément de la mort de Cléopâtre. Hein. Et elle est doctorante en sciences de l'Antiquité. Elle prépare une thèse qui porte sur la réception d'Isis au XIXe siècle en France et en Allemagne. C'est très vaste. Sous la direction de Laurent Bricot, donc au laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, PLH Erasme, qui est spécialisé dans l'Antiquité et dans la réception de l'Antiquité à l'UT2J. Voilà, donc je vous demande de les accueillir chaleureusement. On commence avec Iris. On va faire les deux communications et on fera après un bon moment d'échange avec le public, hein, et les intervenants. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Donc, comme vous a dit Arnaud, je vais vous parler de la réception, la découverte et la réception donc, des sites d'Herculanum et Pompéi. Vous connaissez sans doute tous les sites hautement célèbres qui sont passés en fait à la postérité grâce à l'éruption du Vésuve qui a lieu en 79 après Jésus-Christ. Donc je fais juste un petit rappel sur la localisation géographique des sites. Donc ces deux sites se trouvent en Italie du Sud, en Campanie, dans la région de Campanie. Et donc vous voyez ici sur la diapositive, vous avez Herculanum qui est ici et Pompéi à l'opposé. Alors l'éruption du Vésuve n'a pas enseveli seulement les deux villes dont on parle principalement, mais aussi donc, des villas rurales, comme Oplontis, ou des villas maritimes à Stabi. Je vous ai également mis donc, ce tableau pour faire écho au titre de ma communication. Donc, ce sont les derniers jours de Pompéi par Karl Brioulhoff. Et en fait, ce tableau nous apporte une vision des modernes de la catastrophe par rapport aux vestiges qui sont alors découverts dans ces deux villes. Et donc, ce tableau en fait met en lumière la cristallisation qui va se passer à cette période, donc entre le XVII et le XIXe siècle, autour de la redécouverte de ces deux sites, puisqu'on va avoir une grande création autour du mobilier, de la littérature et donc des peintures. Alors, revenons plus précisément à l'éruption du Vésuve qui est racontée donc, par Pline le Jeune, qui écrit effectivement à son ami Tacite, et il lui raconte la mort de son oncle qui est mort par curiosité, puisqu'il a voulu en fait étudier directement ce phénomène. Donc, je vous ai mis aussi en pendant de ces textes donc, trois extraits principaux qui résument l'éruption et la grande violence de cette éruption. Donc, en pendant, vous avez une peinture de Pompéi donc, qui présente le Vésuve. Donc, le Vésuve
qui avait à cette époque-là une grande altitude, puisqu'il faut savoir que lorsqu'il va exploser, il va perdre la moitié de son altitude en fait. Donc c'est une catastrophe, une éruption qui est assez extraordinaire. Et cette montagne était vue par les Pompéiens, les Campaniens en général, comme une montagne amie, puisqu'elle leur permettait d'avoir de la nourriture. Ce sont des terres très fertiles, hein, donc voilà, le phénomène n'était pas du tout connu, et ça peut expliquer aussi que certains habitants ne se sont pas échappés et sont restés emprisonnés donc, dans ces villes. Alors, donc, ce que nous dit Pline, pendant plusieurs jours, un tremblement de terre s'était fait sentir et nous avait d'autant moins étonnés que les bourgades et même les villes de la Campanie y sont fort sujettes. Il redoubla pendant cette nuit avec tant de violence qu'on eût dit que tout était non pas agité, mais renversé. Un deuxième extrait. La mer semblait se renverser sur elle-même et être comme chassée du rivage par l'ébranlement de la terre. Le rivage, en effet, était devenu plus spacieux et se trouvait rempli de différents poissons demeurés à sec sur le sable. À l'opposé, une nuée noire et horrible, crevée par les feux qui s'élançaient en serpentant, s'ouvrait et laissait échapper de longues fusées semblables à des éclairs, mais qui étaient beaucoup plus grandes. Enfin, l'obscurité revient et la pluie de cendres recommence, et plus forte et plus épaisse. Nous étions réduits à nous lever de temps en temps pour secouer nos habits, et sans cela, elle nous eût accablés et engloutis. Alors pourquoi j'insiste sur cette éruption ? Parce qu'elle va en fait conditionner la redécouverte des sites, puisqu'on a deux modes d'ensevelissement différents entre Pompéi et Herculanum. Donc en premier lieu, Pompéi, qui est recouverte par les nuées ardentes, elle est plus facilement fouillée et ces monuments continuent à être perceptibles donc à la surface de cette éruption. La ville est découverte en 1748, donc sous le règne des rois Bourbons, et on va commencer à la dégager avec des pioches, des brouettes, de manière assez aléatoire et sans réelle méthodologie archéologique. Donc, cette période notamment va donner suite à de nombreux pillages qui nous gênent encore aujourd'hui dans l'étude de ces deux sites. Donc ici, vous avez quelques représentations de l'époque qui vous permettent de vous rendre compte un peu comment s'est passée cette redécouverte de Pompéi. Une fois plus ou moins dégagé, on y organise un tourisme de masse, mais pas pour n'importe qui, puisque c'est un tourisme aristocratique, puisque c'est l'entourage du roi, donc par invitation ou sur demande directe, qui permet d'avoir une vision directe sur ces sites. On va avoir une reprise des fouilles entre 1860 et 1875 par Giuseppe Fiorelli. Il va inaugurer en même temps une nouvelle méthode de dégagement qui consiste à retirer couche par couche les différents sédiments. Donc c'est notre méthode actuelle de fouille. Et ce qui va permettre aussi de mouler les corps donc, qui sont fossilisés dans cette masse érusive. Et là, vous avez l'illustration de ces moulages de corps. Il va aussi, donc c'est grâce à lui qu'on a l'organisation actuelle de Pompéi, puisqu'il va la découper en 9, donc ce qu'on appelle 9 régios, qui sont subdivisés en îlots et en numéros de propriété. Donc voilà, vous avez l'actuel plan qu'on distribue aux touristes à Pompéi. Donc on conserve cette organisation. En 1961, cette fois-ci, c'est Amedeo Maiuri qui va achever la fouille du site. Et finalement, Pompéi est dégagée sur une superficie de 66 hectares, dont seuls 3/5 ont été fouillés. Donc encore aujourd'hui, on a de nombreuses investigations à Pompéi, mais aussi à Herculanum. Alors, à Pompéi, on a un total de 1435 édifices, dont 515 maisons donc, qui ont été découvertes.
À Herculanum, donc ici on a un cas de découverte différent et un cas d'ensevelissement différent aussi, puisque Herculanum, pardon, là je vous ai mis le plan, est beaucoup plus proche du Vésuve. C'est une coulée de lave et de boue qui va complètement engloutir la ville et qui va la recouvrir sous 22 mètres de profondeur. Là, je vous ai mis une photo, donc c'est une photo de la situation actuelle de la villa des Papyri à Herculanum. Donc c'est une villa rurale qui n'est pas visitable, mais vous voyez un peu tout le niveau de boue et de lave qui a englouti la ville donc sous 22 mètres de profondeur. Donc c'est assez impressionnant. Cette villa est encore à moitié sous terre également. Alors c'est en 1707 que la ville d'Herculanum est découverte, donc beaucoup plus tôt que Pompéi, mais donc les différentes phases de fouilles vont connaître de très grandes difficultés. Alors au XVIIIe siècle, le site est premièrement découvert par le prince d'Elbeuf, qui entreprend la construction d'un palais, et c'est en creusant ses fondations qu'il tombe en fait sur les statues de marbre du théâtre d'Herculanum. Donc là, vous avez les différentes statues qui ont été retrouvées et conservées au départ par l'entourage des rois Bourbons. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez différents musées, en fait, les différents musées dans lesquels ces statues sont conservées actuellement. Donc ça permet aussi d'illustrer ce trafic d'œuvres d'art qui va être effectué à cette époque. Donc voilà, donc, des statues qui sont complètement décontextualisées. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais donc, en commençant la fouille, le prince d'Elbeuf va creuser une galerie, une première galerie, donc il va aller sous 22 mètres de profondeur. Donc ces fameuses galeries sont en fait la principale méthode de fouille, entre guillemets, du site d'Herculanum, puisqu'on va avoir toute une série de galeries qui vont endommager considérablement le site, qui vont passer à travers les murs, qui vont passer à travers les peintures. Donc on n'a pas du tout de plan de la ville à cette époque-là, et on fait ça complètement au gré des obstacles, et on démolit littéralement ce qu'on peut trouver devant soi. Donc là, vous avez un très bel exemple d'un ancien cunicoli qui a été fait à la période Bourbonne et qui a complètement détruit le bas de cette fresque. Ici, vous avez encore un vestige creusé dans la lave, donc pareil, hein, qui passe au travers d'un mur. Entre 1927 et 1969, le site est dégagé par Amedeo Maiuri, et c'est le premier à réaliser une fouille à ciel ouvert. Il met au jour les différentes insulae que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous avez ici sur le plan de gauche les différentes phases de fouille qu'il y a eu à Herculanum, et la principale phase de fouille par Amedeo Maiuri sur la droite. Donc on voit bien qu'il a découvert la totalité de la partie d'Herculanum qu'on a encore aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, les fouilles à Herculanum ne commencent pas sous les meilleurs augures, donc pour 3 raisons. Premièrement, la boue volcanique s'est transformée en roche. Donc c'est un effort considérable. Je vous ai mis des petites citations en italien que je vais vous expliquer. Donc c'est un effort, oui, considérable qui est demandé aux fouilleurs, puisque la roche s'est solidifiée et est devenue la boue volcanique s'est solidifiée et est devenue roche. Et on a aussi des poches de soufre qui sont régulièrement percées, des poches de soufre qui sont conservées dans ce magma, qui sont percés et qui nuisent à la santé des fouilleurs, et donc qui vont considérablement ralentir la cadence de fouille. Maiuri lui-même, donc là vous avez des extraits des journaux de fouille que Maiuri écrit tous les jours, à chaque journée
à chaque journée de chantier. Et il nous dit lui-même que les fouilles auraient été très vite abandonnées, sans une certaine motivation de la part des fouilleurs, et surtout si le site n'en valait pas la peine. On a ensuite, bien évidemment, les anciennes galeries Bourbonne qui ont fragilisé le site. Donc dans la deuxième citation, Mayuri nous parle de parois fissurées, de fresques détachées, des fondations instables. Et dans la diapositive suivante, vous voyez ce à quoi les fouilleurs ont dû faire face pour consolider les parois qui étaient très fragilisées. Donc là, vous avez des parois qui sont consolidées à l'aide de planches de bois. Ensuite, le site va être partiellement ou quasiment reconstruit. Alors, ce n'est visible que sur l'architecture et les modes de construction des différents murs de la cité, puisque en fait, la quasi-totalité du site que l'on a aujourd'hui n'est qu'un idéal de la cité antique que Mayuri voulait remettre au goût du jour. Donc là, vous avez le mur antique accompagné des différentes phases de construction, de restauration qui ont été faites au cours des fouilles Mayuri. Une dernière chose, la ville moderne aussi s'est construite au-dessus de la ville antique et les maisons vont continuer donc à se construire de manière assez importante. On a une urbanisation qui est en Italie du Sud en général qui est assez chaotique et donc ça pose un problème pour la continuité des fouilles. Et Mayuri va être obligé de négocier certains terrains pour permettre de continuer ces fouilles et de conserver des terrains vierges tout simplement. C'est pour ça aussi qu'à Herculanum, nous n'avons qu'une seule partie de la ville et nous avons un quartier plutôt riche, mais pas les quartiers populaires. En tout, on a 30 maisons qui ont été mises au jour sur une ville qui devait sans doute en contenir le triple. Et Herculanum est beaucoup plus étendu à l'origine et situé en bord de mer, directement en bord de mer. Aujourd'hui, Herculanum est un site de 4,5 hectares sur 20 au total. Donc on en a vraiment une toute petite partie. Donc, comme je vous ai dit, l'échantillon propose des édifices d'une certaine opulence. Donc, on compte 3 thermes publics, 2 maisons à terme privatif, un théâtre et un collège des Augustales. Alors, au niveau de la réception, c'est surtout entre le XVIIIe et le XIXe siècle que les sites sont accueillis de manière assez exceptionnelle dans les arts et la culture moderne. C'est une période qui va se cristalliser autour de la culture antique au travers des découvertes des vestiges d'Herculanum et Pompéi, puisqu'avant cette période, on ne connaît que très peu de choses sur la civilisation antique. Donc ici, il faut se remettre en contexte, on retrouve les objets de la vie quotidienne, qui sont conservés dans un état assez exceptionnel. On va retrouver des objets en bois, surtout à Herculanum, donc, qui est très rare dans l'archéologie encore aujourd'hui. Alors ce mobilier retrouvé va permettre de nourrir l'imagination des artistes qui vont alors idéaliser et transposer la culture antique sur la leur. L'Antiquité devient en quelque sorte une mode aristocratique. Alors, on observe de nombreux voyages en Campanie qui deviennent une formation obligée pour les artistes, pour les architectes et les savants. Donc on va retrouver des récits de voyageurs, des aquarelles d'artistes et surtout de nombreux tableaux historiques. Là, vous avez un ouvrage qui rassemble les récits des voyageurs français à Herculanum et Pompéi, et donc qui montre bien
ce cheminement que vont faire les contemporains à l'époque de ces découvertes. Au même moment naît le mouvement néoclassique. Donc il s'inspire très largement de l'Antiquité et il s'oppose au mouvement précédent qui est le baroque. Donc les savants vont prôner un retour aux vertus et à la simplicité antique. On se sert des événements historiques pour faire passer un message au travers des symboles de l'Antiquité, qui sont réadaptés, bien entendu, à l'époque. Alors Herculanum et Pompéi fournissent un large répertoire donc, pour ce nouveau langage. Je vous ai mis quelques tableaux cette fois-ci. Donc là, ici, vous avez la destruction de Pompéi et Herculanum, donc, peint en 1822 par John Martin. Ici, on a une vision de la catastrophe de des villes d'Herculanum et de Pompéi de Stabi, en fait, ici, donc de l'autre côté de la baie de Naples. Vous avez Pompéi sur la droite et Herculanum qui est en train de se faire engloutir par la lave, par cette boue volcanique. Donc c'est une peinture, vous le voyez, qui est très dynamique et le sujet principal n'est pas les personnages, mais c'est le Vésuve qu'on peint. Et donc les personnages sont les acteurs secondaires. On a un déchaînement ici de la nature et une mise en avant du tragique de la situation par le dénouement, puisque ces personnes n'ont aucune chance de s'en sortir. Et ce tragique est accentué par la posture des personnages qui sont accablés, presque engloutis par toute cette masse rougeâtre qu'on a autour. Donc là, vous voyez le Vésuve qui est en train de cracher en fait le dernier moment en fait, le dernier moment avant l'engloutissement d'Herculanum et de Pompéi. Là ici donc Arnaud vous l'a montré. Vous avez les derniers jours de Pompéi, donc, qui est une peinture qui a été faite entre 1830 et 1833 par Karl Brylov-Pavlovitch. Donc on retrouve la même ambiance menaçante qui est dominée par la couleur rouge incandescente. Et on voit que ce sont des personnages qui sont quand même plutôt modernes, dont les corps sortent directement des modèles académiques qu'on peut avoir à cette époque. On retrouve les acquis précédents du clair-obscur et des groupes de personnages qui peuvent même nous faire penser à des compositions religieuses alors que nous sommes dans une civilisation païenne. Ici notamment, donc, la composition, le tableau est composé en différents groupes qui nous font penser à des groupes religieux. Comme preuve ultime de la présence des artistes directement sur les sites vésuviens, nous avons également des copies qui sont faites directement à partir de peintures murales. Donc, la première, vous avez une peinture qui provient de Stabi et qui présente donc un petit vendeur d'amour, ce qui est dit comme un petit vendeur d'amour, décidément. Et là, vous avez une reproduction, vendeur de Cupidon aussi, en 1778, par Jack Firmin. Donc on voit bien qu'il a directement copié le même modèle avec... On retrouve les mêmes positions, donc ces deux dames, donc la première assise et l'autre qui est appuyée sur ses épaules, une troisième qui présente un amour. Bon, là, on est quand même dans un environnement toujours assez contemporain. On a affaire plutôt à des dames de l'aristocratie du XVIIIe siècle. Mais on voit bien qu'on s'inspire directement des schémas, des motifs qu'on a donc, dans ces cités vésuviennes. Donc, ce sont des reproductions, c'est un répertoire qui va plaire énormément à cette époque. Alors ici, un cas très intéressant aussi, puisqu'on a
une collection de peintures du temps d'Auguste, mais dans une galerie qui fait penser aux galeries contemporaines, dans laquelle on retrouve ce tableau qui est en fait exposé encore aujourd'hui au musée archéologique de Naples. Et on retrouve trait pour trait la même composition. On retrouve la petite statue qui est derrière, donc vous l'avez ici, et la même position des personnages. Là, vous avez Iphigénie, donc le moment qui est représenté ici, c'est le sacrifice d'Iphigénie. Voilà, donc vous l'avez ici, vous retrouvez bien les deux séparations des groupes de personnages. Un premier là, et une autre sur la gauche. Dans cette réception, nous n'avons pas que des tableaux, bien évidemment. On va avoir le mobilier. Là, vous avez un échantillon du mobilier d'Herculanum qui a pu être retrouvé. Et on va le développer dans le style qu'on va appeler le style Louis XVI. Donc, plus ou moins dans un retour aux formes classiques. On va retrouver des formes léonines avec surtout ces fameux pieds de table ou pieds de tabouret en forme de pieds d'animaux, finalement, de pattes. C'est ça. Là, vous avez également donc, une réception du mobilier. Vous avez donc, ce qu'on appelle un pilier hermaïque. Et ces fameux aussi pieds cannelés qu'on va retrouver dans le mobilier d'Herculanum et de Pompéi. Ensuite, on va avoir la peinture pompéienne qui va être amplement réutilisée dans les peintures des palais. Donc, ce qu'on va appeler les grotesques à cette époque. Et là, vous avez un exemple dans le Petit Trianon à Versailles. Donc, vous voyez que ces schémas sont tirés directement de ce qu'on appelle les candélabres, donc qui vont prendre place sur des grands espaces verticaux. On a également ce même genre de schéma dans le Museo Correr, donc là on est à Venise, sur le plafond où on va avoir des tableautins, où on va retrouver des cornes d'abondance, je crois aussi des figures animales, et toujours la présence de ces grotesques. On a un décor de porte ici au Palazzo Real, donc c'est toujours réadapté, on n'est pas forcément dans la copie pure de ce qu'on peut avoir à Herculanum ou à Pompéi, mais on a toujours des références et des citations. Donc là, vous voyez, donc là, on est dans un développement un peu de style candélabre, avec des figures en écho et des rinceaux végétaux qui peuplent très souvent donc, les peintures de Pompéi et d'Herculanum. Pour finir, je dirais qu'en archéologie également, à l'époque romaine, les fouilles de ces deux villes permettent d'expérimenter diverses manières de dégagement, donc notamment la méthode couche par couche qu'on a adoptée aujourd'hui. Et un peu plus généralement, l'Antiquité continue de fasciner puisqu'on va utiliser ces symboles, on continue d'utiliser ces symboles et elle va continuer également d'inspirer de nombreux péplats qui sont encore remasterisés aujourd'hui. Donc voilà, cette Antiquité qui reste fort présente de nos jours. Je vous remercie. C'est dans le monde occidental, c'est donc l'Europe et les États-Unis qui nous suivent, quoi. C'est pas sûr. Alors oui, les États-Unis, j'en suis pas certaine. Mais en tout cas, par rapport aux exemples que je vous ai montrés, oui, on voit bien qu'on a encore une réception de l'Antiquité qui est plutôt en Europe, du moins pour ce qu'on connaît nous. Voilà. Alors, hormis, c'est une question extrêmement urgente sur Pompéi.
On va enchaîner tout de suite avec Anna et Cléopâtre, comme ça les idées se croisent un peu, et on essaye de voir à la fin si on peut en tirer quelque chose. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite remercier d'abord l'association Tempus Historiae de m'avoir permis de vous présenter ce petit sujet aujourd'hui, et merci Arnaud pour cette belle introduction. Alors j'ai intitulé cette communication « Il n'est pas besoin de nommer Cléopâtre, réception et construction de l'image d'une reine de l'Antiquité ». La citation est extraite de la nouvelle de Théophile Gautier, Une nuit de Cléopâtre, et nous évoquerons cette petite historiette un peu plus tard dans le cadre de cette communication. Alors vous vous en doutez, les images de Cléopâtre sont extrêmement abondantes. Et j'ai préféré développer quelques exemples qui me semblaient significatifs plutôt que de vous proposer une longue énumération de références qui ne pourraient évidemment pas être exhaustives. Ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout comment l'image de Cléopâtre s'est transformée et comment de nouvelles images de la reine ont pu être construites. Et on revient à, donc à l'introduction d'Arnaud et à cette notion de filtre successifs qui vont permettre de transformer un petit peu l'image de la reine. Alors, je vais commencer ma communication avec une œuvre très contemporaine. Alors, peut-être avez-vous eu le plaisir de regarder le vidéoclip de Katy Perry et Juicy J, Dark Horse. Voilà. Alors bon, pour les mélomanes, je suis vraiment désolée, mais vous pourrez écouter cette magnifique musique sur Internet, chez les meilleurs disquaires. Voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est fantastique. Alors, on va replacer un petit peu la scène. Un coucher de soleil flamboyant sur une étendue d'eau un peu limpide, voilà. Au loin, on distingue quelques palmiers. À droite, une pyramide. Bon, vous situez plus ou moins la scène. Et si jamais des doutes demeuraient, le réalisateur du clip a tout prévu. On a une petite inscription qui précise qu'on se trouve à Memphis, en Égypte, a crazy long time ago. Donc on est dans des temps immémoriaux. Au centre de l'image, une barque surmontée d'un portique sur l'architrave duquel vous pouvez voir un pseudo-soleil ailé entouré du rhéi. Oui, je vous montre. Voilà, ici. Vous pouvez voir cette magnifique reprise d'un motif égyptisant. Donc sur cette barque, on a tout un ensemble de références à l'Égypte. Alors vous pouvez voir des hommes dont le corps est peint en bleu, sur leur casque, de nouveau un cobra dressé, des femmes vêtues d'une tunique dorée avec un masque de chat. Bref, vous avez tout un bric-à-brac égyptisant qui est destiné à créer une atmosphère nilotique. Et on retrouve ces mêmes éléments tout au long du vidéoclip. On va trouver des pyramides à foison, de pseudo-divinités égyptiennes, des scarabées ailés, des soleils incandescents, enfin, tout un bric-à-brac qui est destiné à situer la scène dans une Égypte immémoriale. Alors, ce qui nous intéresse un peu plus. Sur la barque, une femme est allongée, elle est appuyée sur son bras et son poignet droit est fléchi comme une égyptienne. Elle porte une robe blanche ornée de perles, une perruque coupe carrée avec une petite frange qui vient souligner son regard charbonneux. Bref. Il n'est pas besoin de la nommer, vous l'avez tous reconnue. Il s'agit de Cléopâtre, la grande reine de l'Antiquité. Et là encore, on a une image de la souveraine qui est pratiquement canonisée. On a des codes qui permettent de l'identifier rapidement, et cette iconographie particulière, cette coupe au carré, ce regard charbonneux, etc., connecte directement Cléopâtre à une Égypte fantasmée. Alors Cléopâtre fascine,
C'est certainement la reine de l'Antiquité qui est la plus connue de nos jours. Et on pourrait même dire que c'est la reine antique, le personnage antique le plus populaire, ou en tout cas un de ceux qui reste dans les mémoires. Son image, pourtant, est stéréotypée et ce que l'on croit être son histoire est devenu un lieu commun, parfois même un symbole. Alors, parmi les exemples contemporains les plus connus, on peut voir alors le péplum de Joseph Mankiewicz. Ici, nous avons la fameuse bande dessinée de Goscinny et Uderzo, donc Astérix et Cléopâtre. Ici, nous avons une sérigraphie d'Andy Warhol, Blue Liz as Cleopatra. Et dernièrement, une petite comédie musicale dirigée par Kamel Wally a rencontré un certain succès. C'est Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Je vous montre ces différents exemples aussi pour vous montrer qu'il y a un jeu de poupées russes entre ces références. On a des références qui se croisent. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec une de mes collègues. Et justement, on peut voir la bande dessinée Astérix et Cléopâtre qui va s'inspirer directement de l'affiche du film de Mankiewicz. Vous voyez, on va s'inspirer des différentes références et on va créer de nouvelles images de cette reine de l'Antiquité. Pourtant, si l'on se réfère aux personnages antiques, aux sources de l'Antiquité, le constat est flagrant et la documentation est extrêmement lacunaire. L'époque de Cléopâtre est l'une des moins bien loties en documentation papyrologique et les sources archéologiques qui ont été retrouvées sont vraiment très peu nombreuses. On a un manque de sources flagrant. Cette carence est problématique et elle rend difficile la saisie du personnage historique. Ce que je voudrais, le point sur lequel je voudrais insister à présent est le fait que Cléopâtre n'est pas une reine égyptienne ou d'origine égyptienne à proprement parler. C'est une reine lagide. Elle appartient à une dynastie qui a été fondée par Ptolémée, fils de Lagos, au IVe siècle avant notre ère. Alors, pour rappel, à la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, son immense royaume est partagé entre ses successeurs, ses proches généraux, les diadoques, et Ptolémée, donc, hérite d'un vaste territoire dont le cœur est l'Égypte, si vous voulez, pour situer. Ce sont donc des Macédoniens à l'origine. Et ils vont revendiquer une culture grecque, dans le sens large du terme, et non pas égyptienne. Tout en régnant sur l'Égypte, ils vont revendiquer cette origine-là. Donc ça, c'est un premier point. Concernant le personnage historique à proprement parler, je ne vais pas développer plus... je vous ai mis quelques petits repères chronologiques, mais si vous voulez... avoir plus d'informations, je vous recommande l'excellent ouvrage de Michel Chauveau, c'est Cléopâtre au-delà du mythe. Je vous ai mis des références bibliographiques à la fin de la présentation et vous pourrez vous y référer si cela vous intéresse. Pour revenir aux sources, il n'y a pas de récit contemporain du règne de Cléopâtre et cette dernière apparaît dans des notices biographiques postérieures et souvent réalisées dans le cercle de l'empereur Auguste. Elle est donc vue à travers le prisme ou le miroir de Rome. Alors, petit point contexte, peut-être un peu caricatural, mais c'est pour vous situer. C'est à la mort d'Antoine et Cléopâtre, ou disons à la victoire d'Octave sur les troupes de Marc-Antoine et Cléopâtre à Actium, que va vraiment pouvoir se construire le système de l'Empire à la tête duquel Octave va s'imposer, etc. Donc, dans le cercle d'Auguste, on va avoir toute une littérature assez caricaturale qui va décrier les personnages de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Dans ces récits, Cléopâtre est une figure en creux.
elle n'a pas d'existence propre et elle apparaît souvent comme la partenaire privilégiée et très souvent subordonnée de ses contemporains, à savoir Octave, Marc-Antoine, César. La place de l'Égypte est réduite à une peau de chagrin. Et le récit qui est fait est celui des interventions de Cléopâtre dans les affaires romaines, et non pas le règne de Cléopâtre pour lui-même. C'est toujours à travers le regard de Rome que l'on a ces références-là. Certains aspects de la vie de Cléopâtre sont mis en exergue, d'autres sont traités de manière partielle, et d'autres aspects encore sont certainement dans l'ombre. Donc on a une figure qui est construite et qui est vue à travers un regard autre. Et paradoxalement, l'histoire de la plus connue des reines est moins connue que celle de prédécesseurs plus obscurs. C'est donc dans ce creux, dans cette documentation lacunaire, que vont se construire un certain nombre de fantasmes, une image un petit peu rêvée, onirique de cette grande souveraine. Alors, l'iconographie presque canonisée que nous avons vue précédemment est bien différente de celle que l'on pouvait trouver dans l'Antiquité. Alors, je vous ai mis à gauche du PowerPoint une monnaie qui date du règne de Cléopâtre. Voilà, vous avez donc son portrait avec des codes. Donc les codes iconographiques sont ceux des reines lagides, des reines hellénistiques. Et à droite, vous avez, pour ce que ça vaut, une reconstitution de l'effigie de Cléopâtre d'après les monnaies et d'après une sculpture censée la représenter. C'est une association qui l'a réalisée. Bon, c'est simplement pour voir un petit peu ce que l'on peut faire avec les sources antiques et avec les techniques que nous offre l'informatique aujourd'hui. Mais ce que je vais vous montrer, c'est surtout qu'on a une image qui est extrêmement différente du péplum de Mankiewicz, de Katy Perry, de la Cléopâtre de Goscinny et d'Uderzo. Si on s'intéresse aux représentations un peu plus tardives, à gauche, vous avez une enluminure du XVe siècle, et à droite, vous avez un tableau de Tiepolo du XVIIIe siècle. On a une iconographie qui est extrêmement différente et qui n'est pas du tout associée à l'Égypte. Vous voyez, Cléopâtre est représentée en noble dame, elle présente tous les codes des dames de son époque, si on peut le prononcer ainsi. Ce qui veut dire que Cléopâtre a été égyptianisée. Et cette égyptianisation de la souveraine est une construction. C'est construit, cette image n'est pas une reproduction d'une source antique, c'est quelque chose qui s'est construit à travers des filtres successifs. Et à mon sens, et au sens de nombreux chercheurs spécialistes dans le domaine, le XIXe siècle va marquer une étape très importante dans cette égyptianisation de Cléopâtre. C'est une période absolument charnière. Alors, intéressons-nous justement à ce XIXe siècle. Je vais vous présenter un petit peu le contexte pour que vous compreniez comment, à partir de quelles références on a pu construire de nouvelles images de Cléopâtre. Au cours du XIXe siècle, la culture classique est toujours au goût du jour. Les auteurs grecs et romains sont des références importantes. Elles font partie d'une culture bourgeoise qui n'est pas réduite à un cercle restreint. Elle est assez largement diffusée. Et cette histoire antique s'impose comme un réservoir à modèle, en tout cas un réservoir de référence. Ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, le patrimoine égyptien est redécouvert. Et vous connaissez tous l'expédition de Napoléon Bonaparte en 1798, donc accompagné d'un bataillon de savants, artistes. Il va réaliser une exploration scientifique, artistique de l'Égypte.
L'égyptologie émerge aussi en tant que nouvelle discipline scientifique avec des personnages comme Champollion, Lepsius, Mariette et plus tard Maspero. Et donc la connaissance de l'Antiquité égyptienne va être complètement révolutionnée grâce à la publication de récits de voyage, mais aussi d'ouvrages plus scientifiques comme la description de l'Égypte, et aussi à la faveur de construction de collections nationales d'antiquité égyptienne. Cette terre de Cléopâtre va devenir une planète accessible. Elle va fasciner les scientifiques, les artistes, et l'égyptophilie aussi va se diffuser à un public de plus en plus large. Donc on va avoir une passion pour l'Égypte qui va se diffuser largement dans un public assez important. Je voulais également faire un petit topo sur l'orientalisme. Alors, quand on parle d'orientalisme, on se réfère à l'ouvrage clé d'Edward Said, donc l'orientalisme. Il s'agit en fait c'est, si vous voulez, le regard porté par l'Occident sur l'Orient. C'est une invention de l'Orient par l'Occident. Alors, je sais qu'un café histoire sur ce thème avait eu lieu il y a quelques temps. Sur Internet, vous avez les podcasts, les choses comme ça. Donc, pour résumer très rapidement, l'Orient est créé par le regard des Occidentaux, des Européens. Enfin, vous voyez, tous ces termes sont très connotés, donc c'est assez complexe, mais ils sont associés à des notions de luxe, de volupté, de violence. Donc on va créer en fait tout un imaginaire fantasmé. On a un orientalisme, si vous voulez, artistique, littéraire, et on aura aussi une autre phase d'un orientalisme plus scientifique, avec une redécouverte plus concrète de cet Orient-là. Mais retenez qu'on va apposer un regard spécifique sur ce que l'on pense être l'Orient, en associant un certain nombre de notions, donc ce triptyque, luxe, volupté, violence. On va aussi faire de l'Orient un référentiel féminin associé à l'exotisme, et l'Occident serait donc un référentiel masculin, avec toutes les représentations, tous les stéréotypes qui sont associés à ces notions-là. C'est évidemment des constructions. Mais en tout cas, on va avoir un impact fort de cet orientalisme dans la construction des images de Cléopâtre. Je vais vous présenter 3 œuvres en particulier pour que vous compreniez un peu plus cette construction des images. La première étant un tableau donc, de Jean-Léon Gérôme, Cléopâtre devant César, qui date de 1865. Alors, Jean-Léon Gérôme est fasciné par l'Orient. Et encore une fois, l'Orient, vous le prenez avec énormément de guillemets. Il va réaliser 6 longues expéditions entre 1856 et 1878. Il va rapporter une masse d'objets importante, de nombreux documents, des sujets exotiques. Au niveau de cette composition, on voit donc Cléopâtre au premier plan, César ici, en arrière-plan, et repérer ce tapis et cet homme. Alors, avant toute chose, on peut voir l'érotisme certain de la scène. Donc Cléopâtre avec une poitrine dénudée au centre de la composition, un voile diaphane le long de ses longues jambes effilées. Enfin, on a vraiment une mise en avant d'un nu et un érotisme assumé de la scène. C'est, si vous voulez, on a cette référence à Cléopâtre sert en quelque sorte à exposer ce corps féminin, parce qu'en fait on a une double mise à l'écart. On a cette mise à l'écart par l'Antiquité et par l'Orient. En fait, on va pouvoir exposer le nu par
par cette référence-là double à une antiquité orientale un peu fantasmée. Bon. Au niveau de la construction des images, on a une référence à Plutarque, et donc c'est un extrait de la vie de César. Donc Cléopâtre, prenant avec elle un seul de ses amis, Apollodoros de Sicile, monta dans une petite barque et aborda au palais alors que la nuit était déjà tombée. Comme elle n'avait pas d'autre moyen de se cacher, elle se glissa dans un sac destiné à envelopper des matelas où elle s'étendit de tout son long. Apollodoros ferma le sac avec une lanière, franchit la porte et la transporta devant César. Celui-ci fut subjugué, dit-on, par cette première ruse de Cléopâtre. Il admira sa hardiesse. Ensuite, séduit par sa compagnie et son charme, il la réconcilia avec son frère pour l'associer au pouvoir royal, etc. Donc, on a une référence directe à une source de l'Antiquité, Plutarque, la vie de César. Donc, on a cette culture classique qui est au cœur de la représentation. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est également l'usage de ces nouvelles connaissances relatives à l'Égypte. Un peu plus tôt, je vous avais parlé de cette description de l'Égypte. C'est si vous voulez, au cours de l'expédition d'Égypte, on a une masse documentaire très importante qui va être réunie par des savants, des intellectuels, des artistes, et on va, au retour en France, on va publier ces faits matériels. En fait, ce que l'on veut faire, c'est une histoire globale de l'Égypte. Dans cet ouvrage, pour aller un peu plus vite, on a de nombreuses planches qui sont réalisées par des artistes éminents, et notamment cette planche-là, c'est dans le corpus sur Thèbes, et vous pouvez voir ici ce chapiteau-là, ce chapiteau attorique, le décor, et lorsque l'on revient au tableau, on peut voir un petit peu ces mêmes références-là. On ne voit pas bien là-haut, mais croyez-moi sur parole, les chapiteaux sont extrêmement semblables à ce que l'on trouve. Donc Jérôme va s'inspirer des sources de l'Antiquité, Plutarque, et il va aussi s'inspirer de ce que les savants ont pu voir sur le terrain et ce qu'ils ont pu reproduire. Et là, on a construit un décor clairement égyptien. On a replacé cette scène dans un contexte égyptien, alors que si l'on pense à cette scène, il est fort probable que César ne se serait pas trouvé dans ce type de décor-là. Donc c'est vraiment une construction a posteriori. J'avance un petit peu. Je vais à présent vous parler de cette nouvelle. Donc c'est une nouvelle de Théophile Gautier qui est publiée en 1838. Alors, pour résumer, Cléopâtre, sur sa cange magnifiquement dorée et peinte qui descendait le Nil, s'ennuie. En effet, ça fait à peu près 1 mois qu'elle n'a tué personne et aucun homme n'a partagé sa couche depuis 1 mois non plus. Donc elle recherche, elle est en quête de nouveautés et elle désire renouveler un petit peu son existence quotidienne. Un beau jour, Meyamoun, un jeune garçon, évidemment très beau, et tellement amoureux de la reine, prend son courage à 2 mains, envoie un message à la reine criblé de fautes, dit Théophile Gautier, lui disant « Je vous aime ». Alors évidemment, dans sa torpeur, Cléopâtre s'éveille un petit peu et elle est intriguée et elle essaie de retrouver ce jeune homme en vain. Finalement, c'est lui qui la retrouve alors qu'elle prend un bain. Évidemment, on va rester dans les références. Cléopâtre aperçoit Meyamoun. Meyamoun sait qu'il va probablement devoir mourir parce qu'il a vu la reine des reines dans son plus simple appareil. Alors, quitte à mourir, il décide de lui avouer son amour. Et là, Cléopâtre, grande souveraine, accepte, lui fait une proposition. Elle lui promet une nuit incroyable, une nuit orgiaque, mais il devra évidemment la payer de sa vie.
Alors, Cléopâtre et Miyamoun passent une nuit incroyable où les banquets foisonnent. Au lever du soleil, Miyamoun prend son courage à deux mains, il sait qu'il doit mourir. Il brandit le calice avec le poison, le porte à ses lèvres. Cléopâtre, prise d'un élan de générosité, s'approche de lui, elle veut lui attraper le bras pour reconnaître ce courage incroyable, mais Marc-Antoine entre dans la salle, donc elle n'attrape pas le bras du pauvre garçon qui boit le poison, qui meurt dans d'atroces souffrances, tombe sur le sol, etc. Et je vous lis juste la fin parce que c'est absolument délicieux. Antoine entre dans la salle du festin, le souper est fini, mais que signifie ce cadavre renversé sur les dalles ? Oh, rien, fit Cléopâtre en souriant, c'est un poison que j'essayais pour m'en servir si Auguste me faisait prisonnière. Vous plairait-il, mon cher Seigneur, de vous asseoir à côté de moi et de voir danser ces bouffons grecs ? Voilà, c'est la fin. Donc, cette petite nouvelle assez, assez sympathique, je vous la conseille, est extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. La première, comme auparavant, on a des références précises à une culture livresque qui est diffusée à un public relativement large. Donc, une référence à Plutarque. Mais ce qui est relativement intéressant ici, c'est que l'on a une création typiquement 19e, cette histoire de reine tueuse, de reine araignée qui va se nourrir du sang de ses victimes fraîchement tuées. Enfin bref, on va créer des nouveaux personnages et on va faire de Cléopâtre une débauchée et une tueuse. Et donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, on va créer de nouvelles images de la reine pour le plaisir du public bourgeois avide de volupté et de violence peut-être, si on reste dans la caricature. Alors, je vois que le temps file un petit peu, donc je passe. Oui, vous avez ici un tableau d'Alexandre Cabanel, Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort. Donc on retrouve encore cette reine tueuse ici, qui est une création, encore une fois. C'est vraiment dans ce contexte-là que cette image de reine tueuse va être mise en avant. Donc Arnaud vous l'a montré aussi dans l'introduction. Voilà. Donc nous avons un tableau de Jean-André Rixens, La mort de Cléopâtre, que vous pouvez évidemment observer dans le musée toulousain, le musée des Augustins. Ici, encore une fois, on a une composition qui met en valeur le corps de Cléopâtre. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que Rixens s'est inspiré d'un texte de Plutarque qui résume la scène de manière assez explicite. Donc Cléopâtre morte, allongée sur un lit d'or, avec des habits royaux. Bizarrement, les habits royaux ont quelque peu disparu. On voit sa fidèle servante, Charmione, vacillante, qui remet le diadème sur sa tête. Au loin, la foule arrive pour empêcher ce suicide, mais il est trop tard. Et au premier plan, vous pouvez voir ce panier de figues dans lequel devait se trouver le serpent qui a permis à Cléopâtre d'éviter d'être... qui a permis à Cléopâtre d'échapper à Auguste et à ses sbires. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'on a une référence à ce texte de Plutarque. Ce qui est également intéressant, c'est au niveau de la construction du décor, les différentes références qu'on peut avoir à des monuments retrouvés en Égypte. Vous voyez ici, on a une statue d'Isis à l'étang Horus. C'est une petite statuette que l'on peut retrouver
au musée du Louvre et que l'on retrouvait déjà au 19e. Ça fait partie des différents objets qui ont pu être rapportés au cours de l'expédition. Ici, vous avez un pectoral au nom de Ramsès II. Et en fait, c'est une reproduction de cet objet-là que l'on trouve aussi au musée du Louvre. Donc, on a cette référence à Plutarque, mais Rixens va construire un décor égyptianisant, si vous voulez, en utilisant tout un bric-à-brac muséographique. Donc, on va créer une sorte d'illusion d'Égypte. On va essayer d'aller vers le réalisme le plus poussé en reprenant des objets réels et en les apposant dans un contexte un peu plus large. Voilà, donc si vous voulez, on a une part de fantasme avec cet érotisme certain de la scène, Eros, Thanatos, cette dimension érotique associée au tragique de la scène et en même temps on a une volonté de réalisme avec cette reprise d'objets du Louvre. Alors, pour conclure, on a de nombreuses... bon, je vois pourquoi Arnaud rigole. Donc, on a de nombreuses images qui vont se construire de cette souveraine au fil des siècles. Et si on veut pousser la métaphore jusqu'au bout, cette idée de construction, il faut que vous ayez en tête qu'on a de nombreux objets qui vont être, de nombreux outils qui vont être utilisés pour créer ces différentes images. On va utiliser des sources antiques, mais on va aussi utiliser des œuvres plus tardives. Et finalement, on a un système de vases communicants et un peu les poupées russes que j'évoquais précédemment. On va utiliser différentes références et on va construire une sorte d'atmosphère qui convient au contexte de réception. Et donc, j'ai un peu développé ce contexte du 19e parce que c'est celui sur lequel je travaille et parce que je pense que c'est vraiment un siècle charnière dans la transformation de l'image de Cléopâtre, mais on aurait pu s'intéresser aussi aux Cléopâtres médiévales, aux Cléopâtres modernes, etc. Et à chaque fois, on a des constructions qui vont utiliser des sources antiques et qui vont les remettre au goût du jour en fonction d'un contexte bien particulier. On a donc la création de nouveaux mythes qui vont s'inscrire dans ces contextes de réception. Et si on revient au vidéoclip de Katy Perry que j'évoquais en tout début, on peut voir peut-être une image d'un néo-orientalisme où de nouveau le corps de la femme et disons que la thématique de Cléopâtre sert clairement à mettre en valeur la plastique de Katy Perry et de créer un univers aussi un petit peu fantasmé, un petit peu fun aussi. Et on peut aussi, pour conclure et pour revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, faire référence à l'image de Cléopâtre, à une revendication de Cléopâtre comme reine égyptienne et comme reine africaine. On peut, dans le contexte de la décolonisation, en fait, on va se réapproprier aussi cette histoire de Cléopâtre et on va faire de Cléopâtre une reine qui lutte contre les envahisseurs, qui lutte contre le colonisateur de l'Antiquité, à savoir les Romains. Donc vous voyez, on a des constructions qui vont se faire en fonction de contextes bien particuliers et qui vont se recomposer. Un mythe qui va se réactualiser, si vous voulez, constamment. Je vous remercie. Merci à toutes deux. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur les deux interventions ou est-ce que vous êtes déjà sur des réflexions un peu plus générales que vous souhaiteriez partager? Oui, alors par contre, le temps que j'arrive, pour qu'on puisse après faire la retranscription. Je pose une question de néophyte amateur. Plutarque a vécu au moment de César et d'Antoine, Plutarque. Oui. Alors, Plutarque a vécu un petit peu après, les premiers siècles après,
et début du second siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un petit peu après, c'est aussi une réception, une construction. Et en fait, Plutarque va, son œuvre majeure, ce sont les vies parallèles, et dans ces vies parallèles, il va comparer le portrait d'un grec fameux avec un romain aussi fameux. Donc César est comparé à Alexandre, et Antoine est comparé à Démétrios Polyorcète, donc un général macédonien. Oui, ce sont des portraits, c'est un moraliste en fait. Il y a aussi une construction qui est faite dès l'Antiquité. C'est ce que disait Arnaud dans l'introduction. Et qui est particulièrement intéressant parce que c'est déjà une réception en particulier. Alors moi j'aurais une question par rapport à cette idée de la reine empoisonneuse. Parce que j'ai fait le parallèle moi avec les propres reines que j'ai étudiées vikings, notamment, moi je me rends compte que bizarrement il semble que toutes les grandes reines étaient empoisonneuses. Alors du coup la question, est-ce que cette idée de reine empoisonneuse, de quand ça date exactement? Est-ce que c'est relativement quand même proche de Cléopâtre ou pas du tout? Alors cette idée de reine tueuse, alors j'ai pas trop eu le temps de vous montrer le passage de Plutarque, mais chez Plutarque, on fait mention de l'usage de poison par Cléopâtre, mais sur des condamnés à mort. Donc Cléopâtre, sachant la fin proche et voulant trouver le moyen d'échapper à la honte ultime que serait un triomphe romain avec elle comme captive, selon Plutarque, elle aurait tenté de réfléchir à sa mort. Enfin bref, elle aurait testé des poisons donc sur des condamnés à mort. Donc on a cette référence au poison dans les sources de l'Antiquité, mais elle est complètement détournée. Concernant la date, je peux simplement vous répondre pour le cas de Cléopâtre. Cette reine tueuse, cette reine araignée un petit peu, c'est réellement une création du 19e siècle pour Cléopâtre. Après, pour les autres reines, je ne sais pas. Mais pour Cléopâtre, c'est 19e. Avant, on fait référence à d'autres épisodes de sa vie et non pas à ce passage-là. Juste une petite précision justement sur les Vikings. Elodie nous a fait l'honneur de faire un petit café dessus, donc vous pouvez aussi l'écouter en ligne si ça vous intéresse. Mais bon, la relation entre les femmes et le poison, c'est quelque chose effectivement qui est créé, fantasmé et rebasculé à mon avis a posteriori là-dessus. Alors. Peut-être faire juste un parallèle sur le fait que ce sont des femmes qui sont à la fois dénaturées, parce que ce ne sont pas des femmes parce qu'elles tuent au lieu de donner la vie, mais en plus qu'elles sont quand même... C'est pas des femmes, mais c'est quand même des femmes parce que le poison c'est vraiment l'arme féminine par excellence. Donc, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, bon. Ça me semblait évident. Du coup, une autre question pour Herculanum et Pompéi. Tu nous as dit tout à l'heure que du coup, Pompéi, ça a été fouillé un petit peu après Herculanum, mais que les vestiges étaient apparents. Donc peut-être que ça a aussi motivé les fouilles. Par contre, du coup, Herculanum, c'était sous 22 mètres debout. Qu'est-ce qui a motivé ces fouilles à cet endroit-là? Est-ce que c'est l'étude des textes ou autre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu envie, en plus avant Pompéi, de fouiller à cet endroit-là? Alors effectivement, comme j'ai dit, Pompéi était beaucoup plus facile à fouiller. Donc c'est ça qui a motivé aussi en partie l'abandon de l'investigation, je dirais, d'Herculanum au profit de Pompéi. Après, il me semble qu'Herculanum était déjà mentionné dans la carte de Peutinger. Mais après, ce qui a vraiment motivé en fait ce creusement des galeries, c'est la découverte des statues du théâtre. Donc le théâtre, c'est le premier lieu à avoir été découvert. Et c'est à partir de ce théâtre, d'ailleurs, on conserve encore le puits en fait, qui a été creusé par le prince d'Elbeuf. Et c'est à partir de ce théâtre où on va créer toute une série de galeries, où on va commencer à explorer une partie de la ville. Voilà. Donc c'est motivé aussi par la quête du butin, en fait. Puisque à ce moment-là, on récupère le mobilier, donc soit des collectionneurs privés, soit pour des espèces de cabinets de curiosité que peuvent faire
la classe aristocratique ou même les collectionneurs particuliers. Donc voilà, donc il y a cet appât du gain aussi à Herculanum, voilà, comme à Pompéi. D'autres questions? Allez. Une question pour toutes deux, en fait, d'une certaine manière, là, c'est deux exemples vraiment canoniques. Et en fait, pourquoi Cléopâtre et pourquoi Herculanum et Pompéi? Dans la mesure où, je sais pas, Cléopâtre, on aurait pu. Il y a d'autres figures qui auraient pu émerger, comme Zénobide de Palmyre ou Herculanum Pompéi. Pourquoi c'est pareil? Est-ce que c'est vraiment la qualité des sites aussi qui a joué dans le mythe que c'est devenu ensuite? Ou est-ce que, quelles sont les raisons qui ont fait que ces exemples-là ont vraiment été mythifiés? Alors, qui veut répondre en premier? Alors déjà, Herculanum et Pompéi, effectivement, on en a beaucoup parlé. Ensuite, moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur Herculanum et à Pompéi, donc sur les sites mêmes. Tu peux répéter ta question? Parce que c'est une redécouverte de l'Antiquité, parce qu'à partir de la découverte d'Herculanum et Pompéi, on redécouvre la vie quotidienne des Antiques, alors qu'avant, ce sont des récits fantasmés, ce sont des récits imaginés de la vie romaine, ou en particulier de la vie romaine. Et donc c'est à partir effectivement de la découverte d'Herculanum et Pompéi qu'on retrouve ces objets de la vie quotidienne, du mobilier. On va retrouver l'endroit, l'architecture domestique dans laquelle ces Romains vivaient, les fresques. Donc c'est à partir de cette découverte-là vraiment qu'on a quelque chose qui grossit. Voilà. Donc effectivement ça devient canonique par cette conservation extraordinaire et cette richesse du corpus qu'on peut avoir à l'intérieur. Alors, concernant Cléopâtre, je pense qu'il y a une réelle influence aussi de la réception de cette tradition livresque de l'Antiquité. Je pense que l'importance de Plutarque et la lecture de Plutarque dès le Moyen-Âge, qu'on peut voir là avec Boccace, etc. Je pense que le mythe, c'est aussi énormément inspiré de ces passages-là. Et après, ce qui est extrêmement intéressant avec ce personnage-là, c'est justement toujours cette idée de références qui vont s'imbriquer, ce jeu de poupées russes. Parce que justement, à l'époque médiévale, on va avoir toute une reprise de thématiques assez particulières, centrées souvent autour de la mort de Cléopâtre, avec une association entre Cléopâtre, Ève, etc. Un ensemble de référentiels bibliques. Et à cette base antique va donc se superposer d'autres niveaux. Et si vous voulez, en fait, ce mythe va se construire progressivement par de multiples références, mais qui ne s'inscrivent pas simplement dans l'Antiquité. Par exemple, les œuvres de l'époque médiévale, les œuvres de l'époque moderne vont devenir elles-mêmes des références. Et on peut voir très dernièrement le Péplum de Mankiewicz, qui va devenir aussi une référence pour Goscinny, Uderzo, pour Andy Warhol, etc. Et donc c'est un mythe qui se construit. Peut-être parce qu'on a, de manière très prosaïque, on a une matière aussi qui incite à l'histoire, l'histoire avec un petit h, si vous voulez, en tout cas cette histoire mythifiée. Et puis progressivement, on a tout un bagage qui va se construire autour du personnage. Voilà. J'ajoute deux petits éléments en passant, je vous donne la parole après. Pour le site de Pompéi, il y a quand même un cas bien spécifique, c'est que la ruine de l'Antiquité, soit on la connaît depuis toujours, elle a toujours été là et les sociétés sont passées dessus, soit on sait qu'elle a existé mais elle a complètement disparu et été évacuée ou brassée par le temps. Là, c'est l'intermédiaire, elle est figée et en plus elle a été redécouverte puisqu'on ne savait pas au début quel était le nom du site, etc. Donc c'est assez intéressant. Et la petite question qui rejoint celle de Quentin que j'avais aussi, c'est on a insisté bien sur la réception. Il y a un truc qui était frappant, c'est que c'était les derniers jours de Pompéi,
Et Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Donc peut-être si ces mythes-là qui ont été en avant et bien cet épisode précis justement, c'est que ça a un côté tragique qui a peut-être plu aussi à la Renaissance ou au romantique. Alors, il y avait une petite question. À propos de Cléopâtre, vous oubliez quand même les hommes qu'elle a rencontrés, là, les grands envahisseurs romains. C'est peut-être plutôt ça ce qui fait qu'elle est restée dans l'histoire. Hein. Mais c'est vrai que c'est juste la plupart des documents que je connais médiévaux où on parle de Cléopâtre, ça va être tout de suite associé à Marc-Antoine, direct. C'est instantané. On la connaît davantage via... Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette histoire cette image de personnage en creux qui n'est connue que par l'intermédiaire des grands hommes de sa vie, donc Marc-Antoine, César, Octave. Et ce sont des références, mais qui s'inscrivent donc dans une tradition plus antique. Mais en effet, c'est par ce regard de ses contemporains masculins qu'on va la connaître et on va avoir aussi, évidemment, il y a énormément de choses autour de ces grandes histoires d'amour avec Antoine, etc. Et ça va être repris, réinterprété, et réapproprié aussi. Alors, encore peut-être une ou deux questions. Non, vous avez eu... Alors écoutez bien Katy Perry en rentrant. Vous observerez bien. De toute façon, c'est la première chose que vous allez faire, naturellement. Niveau musical et construction de la gamme, vous avez, avec ce choix antique, je suis désolé, des formations musicologues, vous écouterez bien. C'est une gamme orientalisante qui est utilisée spécifiquement, et ça colle avec tout ce qu'a dit Anna sur... ce patchwork, et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait d'habitude en termes d'ambiance musicale et de langage. Bon. Écoutez bien. Bon, pas de regret. Alors, de toute façon, ce café sera disponible en ligne, donc c'est sur une chaîne YouTube maintenant. N'hésitez pas à aller sur notre blog. On est également sur Twitter et sur Facebook pour suivre les actualités. Le prochain café aura lieu le 16 janvier, donc toujours ici au Bistrot 12 à partir de 18h30, en essayant d'être à l'heure. Portera sur la Grande Guerre, le centenaire de la Grande Guerre, plus spécifiquement sur les mutineries de 17. Et le café suivant sera la veille de la Saint-Valentin. Et bien évidemment, on parlera de la représentation des femmes au Moyen-Âge, donc le 13 février. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos envies en termes de thèmes. On a fait circuler une petite feuille, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Enfin, voilà. Et en janvier, pour ceux qui sont sur le campus, on aura enfin nos nouveaux locaux dans la MIE, Maison des Initiatives Étudiantes. Donc on prendra peut-être les permanences. N'hésitez pas à passer aussi, vous êtes les bienvenus.